Amis de la Reconquête, bonsoir. Voilà. Ce soir, nous allons recevoir trois invités. D'une part, Michel Reboul, si elle arrive, parce que pour l'instant, pas de Michel Reboul. Et d'autre part, Michel Valadier et Monsieur Girard. Je ne sais pas votre prénom, monsieur. Patrick, mais j'aurais dû m'en douter. Donc Michel Valadier et Patrick Girard pour parler d'une réalisation assez extraordinaire, il faut bien le dire, qui est l'école, enfin on peut même plus parler d'école maintenant, c'est le groupe scolaire catholique privé Saint-Dominique, qui est vraiment quelque chose d'étonnant. Mais avant, si vous le voulez bien, je vous propose de faire un petit survol de l'actualité, car on vit une actualité intéressante depuis quelque temps. Vous avez vu que les Américains bombardent maintenant un carré de 5 km sur 5, ça fait 25 km², ils jettent des bombes de 7 tonnes pour faire sortir Monsieur Baladin du trou, et apparemment M. Baladin ne veut pas sortir. Il y a un débat qui est ouvert sur la nécessité de sortir ou de ne pas sortir du trou, mais aux dernières nouvelles, il était toujours dans le trou. Alors en tout cas, ils ont déjà réussi un exploit, les Américains, probablement involontaires, c'est qu'ils ont introduit un bouleversement extraordinaire dans la presse française. Depuis des années, depuis 20 ou 30 ans, la presse française, les médias en France, systématiquement, voilaient l'origine des délinquants. Alors on avait commencé par... il fait une époque, on disait des Algériens. Les Algériens, c'est devenu interdit, donc après on a dit des Maghrébins. Les Maghrébins, c'était interdit aussi. Les Arabes, j'en parle pas, c'est parce que ça, on n'a jamais utilisé ce mot-là. Alors, les Maghrébins, c'était devenu mal. Alors après, on a parlé des jeunes. Puis les jeunes, c'était à force, ça devenait encore transparent. Alors là, on a trouvé une astuce formidable, c'est qu'on a commencé à donner la ville d'origine. C'est-à-dire que quand c'était un Français, chez nous, on disait un Français, voilà, qui a fait ça. Ou alors un ancien légionnaire, ça plaît aussi beaucoup, ça, l'ancien légionnaire. Mais quand c'était quelque chose qui n'était ni vraiment français d'origine, ni ancien légionnaire, alors on disait un Grenoblois, un Marseillais. Ça a permis d'apprendre comme ça les noms. C'est un jeu qu'on faisait quand on était gamin. Comment appelle-t-on les habitants de Ponteuxin ou les habitants de Fontainebleau? C'est les Bellifontins. Alors maintenant tout le monde le sait, parce qu'on voit un jeune Bellifontain a violé une jeune fille dans le train, ou alors un jeune Dionysiaque a attaqué une vieille dame à la sortie de la poste, ou un Lillois, ou un Douaisien, enfin, etc. Et là, pour la première fois, on revoit sortir une expression qu'on pensait appartenir au passé, à nos heures les plus sombres, en réalité, il faut bien dire, c'est le français d'origine marocaine. Là, d'un seul coup, on a vu repointer le français d'origine marocaine, qui en l'occurrence c'est Monsieur Zacharias Moussaoui, qui est, on a les records qu'on peut, le premier inculpé de l'affaire des attentats du 11 septembre. Donc, on a des lieux d'être fiers quand même, c'est que le premier personnage inculpé pour les attentats de New York, c'est un Français qui s'appelle Zacharias Moussaoui. Mais là, la presse se croit obligée de nous dire un Français d'origine marocaine. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça, on nous le dit. Et alors, on nous apprend également que tout de suite, le consul de France est intervenu en disant nous prenons aux mains les intérêts de Monsieur Zacharias Moussaoui, qui est citoyen français. Ce à quoi Monsieur Zacharias Moussaoui a répondu au consul de France: nique ta mère, j'ai pas besoin de toi. Et donc il n'a pas voulu de l'aide du consul de France, ce qui est bien triste. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que d'abord c'est amusant, mais aussi parce que en même temps exactement que M. Zacharias Moussaoui a dit au consul de France, à coup d'éventail probablement, d'aller se faire dorer, l'écrivain français d'origine russe, Édouard Limonov, qui est actuellement en prison depuis 8 mois en Russie, pour des raisons qui ne s'expliquent pas, a fait parvenir à plusieurs amis une lettre, un appel au secours, que publie le dernier numéro de Minute. Et alors il écrit: à mes chers amis et collègues de plume, à mes chers amis écrivains
et aux auteurs, comme moi, des éditions Ramsay, défunte édition Ramsay, Albin Michel, et on ne s'en plaindra pas, Albin Michel, Flammarion, Le Dilettante, L'Âge d'Homme, Le Rocher, aux amis de l'Union internationale, défunt lui aussi, à tous les écrivains libres et non conformistes de France, il s'adresse, donc Limonov, en expliquant que, comme fondateur, membre du Parti national bolchevique, on aura tout vu quand même. Beketch prenant la défense du Parti national bolchevique sur les ondes de Radio Courtoisie, là on confine au maximum du délire. Après, bon. Donc ce Limonov dit que, alors qu'il a développé son action politique dans le strict cadre des lois en vigueur en Russie, il est en prison parce qu'il n'est pas politiquement correct. Et il dit que personne ne bouge, personne ne prend sa défense, mais il ajoute qu'il a acquis la nationalité française en 1987 et qu'il ne peut que déplorer le silence inexplicable des représentants de la France à Moscou. Le député à la Douma, Victor Alexnis, a averti l'ambassadeur de France. Mon avocat Serge Belliac a rencontré le consul pour lui faire part en particulier de mon besoin en médicaments contre l'asthme. Ce simple geste humanitaire a semblé hors de portée des diplomates français dont je n'ai vu aucun représentant en 8 mois de détention. Autrement dit, il y a un Français d'origine marocaine qui est foutu en prison pour les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Le jour même, le consul de France aux États-Unis se précipite en disant « On est à la disposition de M. Zacharias Moussaoui pour l'aider à affronter les duretés de la justice américaine. » Et il y a un Français russe qui est en prison depuis 8 mois à Moscou, malade, et ni l'ambassadeur ni le consul n'ont bougé leurs grosses fesses pour aller rendre visite à M. Limonov pour savoir s'il n'a pas besoin de quelque chose. Voilà comment fonctionne cette espèce de machinerie sur laquelle je ne vais pas m'étendre, si j'ose dire d'ailleurs, parce que ça leur plairait peut-être, encore que je n'ai pas vraiment le physique, des ministères des Affaires étrangères français, qui est, comme on le sait depuis toujours, un repère d'antiphysique et de marxistes honteux. C'est pas moi qui le dis, c'était Perfide qui avait raconté ça en long, en large et en travers. Voilà, ça c'est une des informations qui m'a frappé. Il y en a une autre qui est très rigolote et qui est dans le monde, c'est que vous savez que depuis des mois, on a imprimé, enfin on a frappé des centaines de millions et même des milliards de pièces d'euros. Et là, tout récemment, alors c'est dans les 15 pays de l'Europe qu'on va utiliser les euros. Donc on imagine qu'il y a des centaines d'experts qui se sont penchés sur la question. Des centaines d'experts qui ont dit vraiment on va essayer de faire une pièce parfaite, enfin des pièces parfaites, etc. Et là, il y a un mec qui est arrivé en disant c'est très bien tout ça, mais la pièce de 2 euros, c'est exactement la même forme, la même dimension, le même poids, la même présentation que la pièce de 10 bahts. Alors, je ne sais pas de quel pays vient le baht. Merci, Michel Reboul, vous voyez qu'elle est arrivée. Et c'est dans cette émission que je suis très frappé, c'est toujours les femmes qui savent les choses. Je constate que là, c'est Michel Reboul qui a répondu, ne prends pas cet air, Michel Valadier, parce que franchement, il est d'ailleurs choqué. Mais moi, j'attendais qu'un grand voyageur comme toi me dise immédiatement, mais bien sûr, c'est la Thaïlande, le baht. Je ne suis jamais allé en Thaïlande. Ah, ça, chacun prend son plaisir où il le trouve. Alors donc, la pièce de 2 euros, qui vaut donc 2 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 14 francs ou à peu près 13,50 €, est exactement identique en poids, en taille et en présentation à la pièce de 10 bahts, qui, vous l'imaginez, vaut à peu près peanuts. Elle vaut d'ailleurs 25 centimes d'euros, ce qui fait à peu près 1 franc 60 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire 8 fois moins que la pièce de 2 euros. Alors, à mon avis, si vous avez des amis qui reviennent de Thaïlande, plutôt que de rapporter des cassettes, vous leur demandez de rapporter des rouleaux de pièces de 10 bahts. C'est beaucoup plus bas. Parce que ils les vendent, même s'ils les vendent 3 fois ce qu'ils les ont payés, les gens qui vont les acheter vont encore réaliser une économie de près de 50%. C'est pas mal. Donc, dans toutes les machines à sous, on va pouvoir mettre des pièces de 2. Et alors, en plus, je vous rappelle quand même que l'Église conciliaire a demandé qu'on mette des pièces de 2 euros à la quête. Là, vous pouvez vous en tirer avec des pièces de 10 bahts. Hein? Donc si vous voulez vraiment, plutôt que de mettre des boutons de culotte, ce qui est dépassé maintenant, il faut mettre des pièces de 10 bahts à la quête. C'est Lulu qui va pas être content. Voilà, mais vous pensez aux dizaines et aux dizaines d'experts qui ont travaillé pendant des mois, qu'est-ce que je dis, des années, pour trouver la pièce idéale.
vraiment formidable. Il n'y a pas un de ces espèces de qui a dit mais attendez, c'est exactement la pièce de 10 bastes. C'est pas possible, on va perdre de l'argent. Voilà. Il y a une grande nouvelle aussi à la une du Monde, c'est que Chirac, c'est pas à la une, c'est dans le Monde. Chirac, il a vraiment tous les culots, celui-là. Il a rappelé aux militaires le devoir de loyauté et de rigueur. C'est un fer à repasser qui donne des leçons de natation. Chirac dit, je rappelle aux militaires leur devoir de loyauté et de rigueur. Et je m'y connais en loyauté et en rigueur. Je m'y connais. Dans le même temps, le même jour, d'ailleurs, on a découvert que toutes les archives comptables de la période Chirac avaient disparu à la mairie de Paris. C'est un exemple de loyauté et de rigueur, je ne m'y connais pas ça. D'ailleurs, dans le cadre des disparitions intéressantes, on apprend que le dossier des disparus d'Auxerre, disparus de Lyon, au tribunal d'Auxerre, a disparu également. Vous savez, c'est cette histoire du conducteur d'autocar qui est soupçonné d'avoir séquestré, violé, assassiné je sais pas combien, 10, 15 jeunes filles débiles plus ou moins graves, dont il était chargé et qui ont disparu au cours de nombreuses années. Eh bien, le dossier a disparu aussi. Or, ça, de façon à peu près certaine, c'est un truc organisé. Moi, ma conviction, c'est que cette histoire est une histoire gigantesque qui porte sur un réseau de prostitution et peut-être même de sacrifice humain. Il faudra aller plus loin dans l'étude de cette affaire, et que ça mouille des gens tellement importants et tellement bien placés que ce chauffeur de car a pu impunément sévir pendant des années sans être poursuivi, et que quand on n'a pas pu faire autrement que de l'arrêter, eh bien on s'est arrangé pour que le dossier soit non suivable, si j'ose dire, en justice, puisque ce qui est intéressant, c'est que si on découvre les corps, l'affaire tombe parce que c'est prescrit, il s'agit d'assassinats qui sont prescrits, et si on ne découvre pas les corps, il faut prouver que c'est des personnes qu'il a enlevées, parce que dans ce cas-là, la prescription ne joue pas. Autrement dit, la prescription pour séquestration et enlèvement ne joue que à partir du moment où on retrouve la personne. Et la prescription pour assassinat joue au bout de 10 ans. Ce qui fait que ce personnage bénéficie d'une situation en ciseaux. Si on retrouve les corps, il est amnistié. Si on ne retrouve pas les corps, il ne peut pas être poursuivi. Et bon, c'est évident qu'un personnage comme ça n'a pas pu imaginer une situation aussi complexe, et qu'il a donc des conseillers très très intelligents et très bien placés qui ont tout à fait avantage à ce que cette affaire n'aille pas plus loin. Et quand même, à toutes fins utiles, ils ont fait disparaître le dossier de l'affaire, ce qui fait que maintenant c'est à peu près inextricable et qu'on est sûr que ce bon chauffeur d'autocar ne parlera jamais. En revanche, alors, Madame Lebranchu, faute de s'occuper de la justice, elle s'occupe d'écrire. Et c'est toujours dans Minutes qu'on peut lire quelques extraits de son livre de souvenirs qui s'appelle « Être juste, justement » de Marlise Lebranchu, c'est Albin Michel. Et Minutes relève un gag. Vous allez me dire, je parle beaucoup de Minutes, mais je pourrais parler du Libre-Journal aussi. Enfin, le Libre-Journal, tout le monde sait que c'est bon. C'est pas la peine de faire de la publicité. Hein ? Mais c'est vrai. C'est vrai que vous lisez toujours les journaux des autres et jamais le vôtre. Pourtant, il y a des très bonnes choses dedans. Mais oui, non, mais c'est vrai. Mais ça, là, il y a un bon papier. Alors, j'en parle parce que c'est vraiment intéressant. Minute remarque que Daniel Vaillant publie ses mémoires. Lebranchu publie ses mémoires. Daniel Vaillant chez Plon, Lebranchu chez Albin Michel. Les mémoires de Daniel Vaillant valent 15 €. Celles de Lebranchu valent 15 €. Mais chez Plon, 15 €, c'est 98 francs, 39. Et chez Albin Michel, c'est 98 francs, 40. Donc achetez plutôt les mémoires de Levaillant que les mémoires de Lebranchu. C'est pas plus intéressant, mais c'est moins cher. 1 centime. C'est rigolo, non, ces trucs-là. Alors, Lebranchu, voilà ce qu'on a comme... elle est ministre de la Justice, que je dise pas de bêtises, parce que je me trompe toujours, moi. C'est ça ? C'est la justice, Lebranchu ? Il me semble, oui. Oui, sûrement. Comme elle a appelé son livre « Être juste, justement », c'est peut-être un peu juste, mais c'est la justice. C'est Guigou recycler Lebranchu. Voilà. Alors voilà ce qu'elle écrit.
En 68, elle s'engage chez les maoïstes du Parti communiste marxiste-léniniste de France. Voilà ce qu'on a comme ministre de la Justice, quand même. C'est incroyable. Incroyable. Alors elle écrit « La Chine, lointaine expression du léninisme, convenait à mes rêves. » Une gamine de 16 ans... bref. La révolution culturelle et le petit livre rouge, le retour des intellectuels dans les campagnes, la lutte de Mao Zedong contre une nouvelle forme de bourgeoisie trouvait des échos chez les jeunes avides d'idéal que nous étions alors. Mes premières économies ont été englouties, elle dit quoi ? Elle dit ont été englouties dans un énorme poste de radio permettant de capter les émissions en ondes courtes de Radio Tirana, émettant depuis l'Albanie, seul État européen alors aligné sur la Chine. C'est l'époque où la jeune Marie-Lise explique à son fiancé Jean Le Branchu, interne en psychiatrie. Je trouvais que c'était plus logique de dire interne, mais non, c'est interne. Que, ouvrez les guillemets, grâce au marxisme-léninisme, l'Albanie a réussi à faire disparaître la maladie mentale, maladie sociale. Voilà ce qu'on a comme ministre de la Justice. Et quand vous pensez qu'en général, quelqu'un de 50 ans, c'est la même personne qu'à 16 ans, mais en plus grave, j'en suis un témoignage vivant, je peux vous dire que ça vous fait passer froid dans le dos. Voilà. Voilà ce qu'on a comme ministre de la Justice. Moi, ça me terrorise. Et alors, elle ajoute après, j'ai avalé la Bible de notre groupe, le journal HR, l'Humanité Rouge. Elle lisait l'Humanité Rouge. Mais dans les années 60-65, dans les années 60-65, à la Sorbonne, quasiment tous les étudiants ne voulaient qu'une chose, c'est partir en Chine pour aller à la campagne. Mais pourquoi on les a pas laissés partir ? Et aider les paysans chinois et les intellectuels recyclés en paysans. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on a empêché ces jeunes de faire ça. Il fallait, au contraire, leur payer des avions, dire vous voulez rentrer chez vous. Alors là, allez-y, mes enfants, rentrez. Enfin, allez donc là-bas, on vous paye l'avion, on vous paye l'aller simple. Pour le retour, vous débrouillerez. Ça, c'est comme les gens qui disaient Gardarem ou Larzac et travailler au pays. Allez donc travailler dans le Larzac, faut surtout pas vous gêner. On serait moins emmerdés aujourd'hui. Le Branchu serait probablement enterré dans un champ de patates au sud de Pyongyang ou de Pékin, et on serait tranquille, on l'aurait pas comme ministre de la Justice. Au lieu de quoi, voilà. Enfin, qu'est-ce que je veux dire ? Tout ça est bien triste. Manque de savoir-vivre. À propos du Téléthon, je vous invite à... Tiens, justement, je vous invite à lire un article excellent du Libre Journal, parce que le Téléthon, là, vient de rapporter 500 millions de francs. Vous savez ce que c'est le Téléthon, quand même ? Non, parce qu'on peut ne pas regarder la télé, mais enfin, il y a des limites. On peut se tenir au courant aussi, Michel Valadier. Oui, pendant 24 heures, on recherche des fonds pour aider... Pendant 24 heures, des milliers d'imbéciles font des galipettes idiotes pour que des gens donnent du fric. Mais alors, à quoi sert cet argent ? Là, les gens ont donné 500 millions. C'est beaucoup, 500 millions. Ça fait 50 milliards de centimes. Et en euros, ça fait... je ne veux même pas en parler. Eh bien... à quoi ça sert ? On nous dit que ça sert à soigner les maladies génétiques. C'est un mensonge absolu. Ça sert pas du tout à soigner les maladies génétiques. Ça sert à fabriquer des marqueurs, à découvrir des marqueurs qui permettent, d'une part, d'identifier les risques de maladies génétiques chez le fœtus. Ensuite, ou plutôt même avant, de trier les embryons pour voir quels sont les embryons qui, dans certaines familles à risque, sont des embryons touchés par le risque de maladie génétique ou pas. Autrement dit, chers amis qui avaient promis d'envoyer de l'argent au Téléthon il y a quelques jours et qui allaient envoyer votre chèque là ces jours-ci, il faut que vous sachiez que vous êtes en train de financer la plus grande opération d'avortement de l'histoire. Parce qu'un embryon, c'est un être vivant qu'on va tuer parce qu'il y a un risque qu'il développe une maladie génétique. Quant à ça, s'ajoute l'arrêt Perruche, qui conduit à poursuivre les médecins qui ont omis de diagnostiquer un risque de maladie et par conséquent omis de recommander à leurs clientes un avortement thérapeutique et de les poursuivre en responsabilité civile pendant 48 ans à partir du jour de l'accouchement, puisque à partir du jour de ses 18 ans, l'enfant né
affecté d'une maladie, alors que si on avait identifié cette maladie, sa mère aurait pu le tuer en avortant. Cet enfant-là peut poursuivre le médecin qui a été à l'origine de sa naissance pendant 30 ans, ce qui fait en tout 48 ans de risque pour le médecin. Si vous ajoutez ces deux choses, c'est la plus belle opération d'assassinat d'un pays qui a été montée depuis très longtemps. Et là, je vous invite à lire dans le Libre Journal un article d'Éric Arzel qui est intitulé Clonage, la griffe de Satan, où il est expliqué que toutes ces histoires de manipulation génétique, d'identification des gènes anormaux ou supposés anormaux et de clonage, toutes ces histoires n'ont absolument aucun sens sur le plan scientifique, aucune utilité médicale ou thérapeutique. Il s'agit exclusivement de perpétrer des sacrifices humains. Et Arzel écrit « Cette aventure technique est complètement inutile. Ceux qu'aucun scrupule n'arrête pourraient tout simplement se procurer des fœtus par l'avortement. Les spécialistes connaissent des couveuses qui n'ont jamais gardé un enfant jusqu'à son terme. Ces éprouvettes sont déjà des cercueils. Des avortements peuvent fournir toutes les cellules que la thérapie rêve. Du reste, il existe des produits cosmétiques fabriqués avec des tissus de fœtus. Bon, ça, on le sait. Et il explique qu'en réalité, on est dans une situation où le clonage imite la Trinité, où les trois personnes s'engendrent dans un mystère d'intelligence et d'amour. Il imite la conception virginale du Verbe incarné. Ce mensonge est inséparable de l'assassinat. La corruption des mœurs publiques a pour but de rendre acceptables ces pratiques sataniques par une société insensible à la vérité. Et là, on est exactement dans le cœur de ce que Chesterton appelait les idées chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire que, au nom de la charité, on vous demande de l'argent au Téléthon, argent qui va être utilisé à des fins qui sont des fins sataniques. Et des fins dont par ailleurs, on nous rebat les oreilles à longueur de journée en nous disant que c'était l'apanage des nazis. L'eugénisme, c'est nazi. Eh bien, si l'eugénisme, c'est nazi, il faut dire que le Téléthon est une émission nazie, parce que c'est une émission qui conduit des masses à financer des actes de sacrifice humain. Michel Reboul. Il faut savoir aussi que l'ONU veut que sur les 6 milliards d'hommes que constitue la planète, 4 milliards soient tués. Et il faut donc la guerre, l'avortement, la famine provoquée et plein d'autres choses. C'est en effet un plan absolument satanique de destruction de l'homme. Alors, je m'excuse, je lisais en même temps que vous parliez, Michel Reboul, un message qui annonce la condamnation du commandant Bunel. Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus. Il a été condamné à 5 ans, dont 2 fermes. Dont 2 fermes ? Oui. Oui, ça c'est probablement pour couvrir la prévention, la préventive, la détention préventive à laquelle il avait été soumis après son arrestation. Je pense qu'on y reviendra avec Pierre-Henri Bunel, que j'inviterai dans cette émission prochainement. J'espérais l'avoir ce soir, mais il m'avait dit qu'il pensait bien que l'affaire ne serait pas terminée avant le début de l'émission. J'ajouterai quand même 2 choses. 3 choses. La première, c'est ma certitude absolue, depuis le temps que je connais le commandant Bunel, qu'il est absolument innocent des faits pour lesquels il vient d'être condamné. La deuxième, c'est que les faits qui lui sont imputés ont été commis en 1998. Le tribunal qui l'a condamné a été institué en 1999. C'est encore une fois une juridiction rétroactive qui punit un prétendu délinquant. Donc ça, c'était d'une gravité extrême, parce qu'en France est en train de s'installer la normalisation des lois rétroactives, et ce qui est un véritable danger, je vous le dis, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, parce que maintenant, tout devient possible. C'est-à-dire que vous pouvez être condamné dans 10 ans pour un acte que vous avez commis en pleine observation de la loi aujourd'hui. Ça concerne, par exemple, naturellement, ça rend absolument caduque tout ce qui relève de la prescription. Ça concerne la liberté d'expression. Quelqu'un qui mettait en doute l'existence des chambres à gaz il y a 20 ans ne risquait rien, parce qu'il n'y avait pas de loi qui interdisait la recherche historique. Aujourd'hui,
il le fait, il peut être poursuivi. Dans quelques années, on pourra le poursuivre rétroactivement en disant en 1960, vous avez publié un article qui à l'époque n'était pas délictuel, mais qui aujourd'hui vous met dans la situation d'être condamné. Et on pourra condamner les gens à titre rétroactif. Ça devient possible pour différents délits. Et maintenant, ce sont même des juridictions qui sont créées pour un cas précis, de même qu'il y avait la Lex Forissonia qui a été créée spécialement pour Forisson. Maintenant, il y aura la Lex Bunelia qui aura été créée uniquement pour Bunel, un tribunal spécial créé spécialement pour lui, pour le condamner. Et pour condamner un officier français. Et la troisième remarque que je voudrais faire, c'est que cette condamnation intervient après une campagne de presse répugnante. Le Monde a fait des articles d'une bassesse et d'une abjection perfide sans égale, où à la fois, selon les circonstances et selon les besoins de la démonstration, on nous présente le commandant Bunel comme un personnage particulièrement retors et vicieux, comme un parfait imbécile qui n'a rien compris, comme une marionnette manipulée, comme un agent terrible qui a failli faire rater les opérations en Serbie. Or, en réalité, quel est le crime de Bunel ? Le crime de Bunel est tout simplement d'avoir produit des documents qui démontraient aux Serbes que la menace que faisaient peser les Américains n'était pas une menace en l'air, et que les Américains étaient décidés à détruire la Serbie, et que la seule solution pour faire obstacle à cette menace, c'était la démission de Milosevic. Et les Américains n'ont pas pardonné ça à Bunel. Toute cette affaire est un truc qui a été monté par les services américains de toutes pièces, parce que si Bunel avait atteint son but, les Américains perdaient du même coup toute raison de détruire la Serbie. Or, s'ils voulaient détruire la Serbie, ce n'est pas du tout pour prendre le parti, enfin pour sauver les Kosovars. Donc, croyez-moi, ils se contrefoutent absolument. Ce peuple qui a assassiné des dizaines et des centaines de millions de gens dans l'histoire, à commencer par les Indiens, les natifs américains qui occupaient le territoire des États-Unis bien avant eux, et qu'ils ont massacré, empoisonné, tué avec de l'alcool et des couvertures pourries à la variole. Les gouvernements de ce peuple, qui sont des êtres sataniques, se contrefoutent absolument du sort des populations civiles. Ils se foutent des Kosovars. Ce qu'ils voulaient dans cette affaire, c'était détruire les infrastructures de la Serbie et du Sud, et des Balkans, parce que ça fait partie de leur plan, et notamment ce qu'ils voulaient, c'était rendre impraticable la voie du Danube. Maintenant, c'est absolument certain, parce que ça a toujours été la politique des Anglo-Américains de détruire le Danube pour empêcher la circulation danubienne et obliger les échanges de se faire par le sud, c'est-à-dire par la Méditerranée. Donc il s'agit d'une opération, de même qu'aujourd'hui, les opérations contre l'Afghanistan, qui n'ont pas de sens, puisque c'est terminé. On a remplacé les sauvages talibans par des sauvages de l'Alliance du Nord, qui sont exactement les mêmes bêtes brutes, les mêmes assassins sanglants et absolument sans âme, qui font les mêmes crimes, qui traitent les femmes exactement de la même manière que leurs prédécesseurs. S'ils ont attaqué l'Afghanistan, c'est pas du tout pour combattre un terrorisme qui est purement imaginaire et qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas Ben Laden qui a détruit les tours de Manhattan, c'est évident. S'ils ont attaqué l'Afghanistan, c'est parce qu'ils veulent provoquer un cataclysme en Afghanistan et en Iran pour pouvoir faire passer leur putain de route commerciale et leur putain d'oléoduc pétrolier pour transporter du nord au sud le pétrole ouzbek vers le détroit d'Oman, et pour ouvrir les voies, la fameuse route de la soie. Donc il faut détruire l'Iran, qui en plus constitue une barrière entre la Turquie, enfin dans l'axe, plus exactement, l'axe Chine, Moscou et Iran constitue une gêne pour l'axe Turquie-Israël. Tout ça, c'est une opération strictement stratégique, à des buts strictement mercantiles, et donc les bombardements de l'Afghanistan ne sont pas autre chose qu'une opération de mercantiles et de commerçants. Et j'écoutais ce matin une émission sur le Japon, où on voit qu'ils ont agi exactement de la même manière il y a un siècle et demi
pour obliger le Japon à s'ouvrir au commerce occidental par la force, par la violence, par la coercition, par la contrainte, par la menace, et par la mort, et par l'assassinat, C'est un tropisme de ce peuple de bêtes sauvages qui sème littéralement la terreur dans le monde entier. Et ces gens-là ont obtenu en France un assassinat civique qui est celui d'un officier français qui est un homme d'honneur par un tribunal de domestique au service d'un pouvoir de larbin. Voilà le sens de l'histoire Bunel. Bien. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Il y a Monseigneur Jean 23, j'allais dire. Non, Monseigneur 23 tout court, qui est un des rares évêques pour lesquels j'ai de la considération, du respect, qui vient d'officialiser l'authenticité des apparitions de l'île Bouchard. C'est bien ça, hein ? Et c'est un coup énorme parce que les apparitions d'île Bouchard, c'est une grosse histoire et qui a fait l'objet ça a été la reconnaissance des apparitions d'île Bouchard a été bloquée par des manœuvres maçonniques depuis un demi-siècle, d'une importance et d'une violence extraordinaire. Eh bien, apparemment, elles sont maintenant officiellement reconnues par l'Église. Avant qu'il n'arrive une série de messages, rappelez-nous donc ce que c'était, les apparitions de l'île Bouchard. Alors, les apparitions de l'île Bouchard, je parle sous le contrôle de Michel Reboul, peut-être que vous pouvez nous l'expliquer mieux que je le ferai d'une façon plus précise. Allez-y, je compléterai éventuellement. Alors, il s'agit de jeunes enfants qui ont eu des apparitions du Christ, je crois. De la Sainte Vierge. De la Sainte Vierge, et dont ils ont fait... En 1947. C'est ça. En 47, l'île Bouchard, c'est une petite... petite île près de Tours. Près de Tours, un lieu dit près de Tours. Et apparition de la Vierge, qui a annoncé diverses choses, fait diverses demandes, mais surtout c'était très orienté dans le sens du combat contre la secte maçonnique et contre les communistes et contre le communisme. Et il y a eu à l'époque, donc il faut dire en 47, c'était l'époque de la quasi-insurrection communiste en France. On était sous la menace permanente d'une insurrection communiste, et il y a eu une campagne médiatique terrible pour dire que tout ça était un trucage, un montage. On a essayé de terroriser les enfants, on a essayé de les convaincre de dire qu'ils avaient raconté des carabistouilles, et ça a duré très très longtemps. Et puis voilà, maintenant, donc 55 ans plus tard, oui, l'Église reconnaît la validité de ces apparitions. En fait, c'est véritablement providentiel, parce que la Sainte Vierge avait demandé que le rosaire soit le remède contre le coup d'État communiste qui allait se faire en France. La France serait devenue communiste sans cette campagne contre le rosaire. Et on retrouve donc le même remède qui avait servi à l'épante contre l'islam et qui a servi également plus tard, que ce soit au Brésil, que ce soit à Vienne, en Autriche, etc. Le rosaire a toujours été le grand combattant de l'ennemi, qu'il soit musulman, qu'il soit communiste, qu'il soit franc-maçon, disons de Satan. La Sainte Vierge a pour rôle d'écraser de son pied la tête de Satan. Alors, on me demande, j'aime bien cette expression, donnez vos sources. Et alors, je vais y répondre parce que les sources, n'importe qui peut les avoir. Les sources, c'est la presse. Il suffit de lire les journaux et vous aurez des sources. Par exemple, on me dit, où avez-vous entendu que l'ONU voudrait supprimer sur les 6 milliards d'êtres humains 4 milliards ? Ça a été écrit dans 50 journaux. Entre autres, il y a une brochure absolument remarquable de l'Action familiale et scolaire sur la planification mondiale qui montre, avec de nombreuses citations à l'appui, qu'effectivement, sur les 6 milliards, 4 milliards doivent être tués. Et c'est pourquoi les francs-maçons, depuis très longtemps, préparaient la contraception, l'avortement, les guerres, etc. Alors, y a-t-il d'autres critiques que les vôtres sur le Téléthon, d'autres sources ? Oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous en parler. Je voulais vous recommander de la lecture de la lettre de la Fondation Jérôme Lejeune qui s'appelle « Chérir ». Il y a une ravissante photo à la première page.
Et à l'intérieur, il y a quelques articles qui sont fort intéressants, et notamment une interview de monsieur Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, sur le Téléthon. Voilà. Alors, je vais vous en lire un extrait. La recherche financée par le Téléthon pose-t-elle des problèmes éthiques ? Et Jean-Marie Leméné répond : quand on lit que l'AFM a partiellement à son actif les grands succès thérapeutiques de l'an 2000, notamment la naissance en France du premier enfant en bonne santé à la suite d'un diagnostic pré-implantatoire qu'on appelle DPI. C'est-à-dire que quand vous dites DPI, personne ne sait ce que ça veut dire. Ça veut dire diagnostic pré-implantatoire. Alors, Jean-Marie Leméné dit, quand on lit ça, on doit s'interroger. En effet, Valentin, premier enfant né après DPI, est né indemne d'une maladie qu'il n'a jamais eue et dont la médecine ne l'a jamais ni soigné ni guéri, car le DPI, le diagnostic pré-implantatoire, est un tri embryonnaire qui permet de choisir un embryon sain et d'écarter ceux qui sont malades. Évoquer un succès thérapeutique dû à la générosité du public à propos de la naissance de cet enfant qui, rescapé du tri embryonnaire, n'a jamais été malade, est pour le moins contestable. Et Jean-Marie Leméné ajoute : déjà le professeur Jacques Testard, qui n'est pas un homme d'extrême droite, ni un fanatique religieux, déjà le professeur Jacques Testard avait mis en garde, ouvrez les guillemets, le Téléthon a d'abord présenté des enfants myopathes, appelant à la solidarité des téléspectateurs. Après quelques années, on a pu voir apparaître à l'écran des enfants heureux d'être normaux, dont l'existence était annoncée comme consécutive à la générosité du public. Ces bébétons étaient en réalité des survivants du diagnostic prénatal. Ce sont surtout les personnes handicapées elles-mêmes qui réagissent face à ce qu'elles perçoivent comme une violence à leur encontre. Ouvrez les guillemets, si on me dit que l'AFM va se consacrer au dépistage anténatal dans un but de favoriser l'élimination prénatale, j'arrête tout de suite de donner et de me mobiliser. Ça, c'est une déclaration de Jean-Christophe Parizeau, cité par Daniel Moïse et Nicole Didrich, Les personnes handicapées face au diagnostic prénatal, édition RS 2001. J'émets une grande réserve quant aux bébétons, car on croit que c'est grâce à la recherche qu'ils ont guéri, alors qu'ils sont le fruit d'une sélection, et l'avortement thérapeutique en a fait disparaître bien d'autres. D'où la question, et si mes parents m'avaient avorté ? Je suspecte la recherche scientifique d'être utilisée, non pas pour la recherche thérapeutique, non pas pour une suppression des malades. Ça, c'est une citation du même livre, du même personnage dans le même livre. Et un autre ajoute : en regardant une émission sur le Téléthon, j'ai compris, il y avait toujours une kyrielle de beaux bébés qu'ils appelaient les bébés miracles du Téléthon. En fait, les familles qui avaient des enfants myopathes et qui s'étaient arrêtées d'en faire à cause de cela, se sont remises à en faire grâce à l'intervention de ces tests qui leur permettaient de ne garder que les enfants sains. J'étais révolté d'avoir envoyé de l'argent pour ça. C'est une citation d'Alexandra Kramorov, citée par Daniel Moïse et Nicole Didrich dans le livre cité plus haut. Un de nos partenaires belges nous dira à propos de cette comparaison entre bébéton valide et enfant myopathe, c'est d'une violence inouïe pour l'enfant myopathe. Voilà. Alors ça, je vous rappelle que c'est publié par Chérir, la lettre de la Fondation Jérôme Lejeune, que vous pouvez recevoir si vous faites un don à la Fondation Jérôme Lejeune, revue trimestrielle de la Fondation, reconnue d'utilité publique. Et pour vous abonner, vous pouvez donc envoyer un chèque au CCP 316 0060 M La Source. Et vous pouvez également leur téléphoner. Alors l'adresse est 31 rue Galande, 75 045 Paris, et le téléphone 01 46 33 31 82 et le fax 01 44 07 01 44 07 16 25. Voilà pour les sources. D'autres messages. Alors j'ai des messages à propos du commandant Bunel. On nous dit qu'il est un auditeur, on nous dit qu'il est à la santé,
parce qu'il n'avait fait que 10 mois de préventive. Donc il lui resterait 14 mois. Et Maud Marin nous fait dire que le commandant Bunel est en prison ce soir et qu'il aura 6 mois de prison ferme. Donc il a au minimum 6 mois et au maximum 14. C'est incroyable. Quand vous pensez que dans les mois qui ont précédé, on a vu Monsieur U partir du tribunal avec les excuses du tribunal, les excuses de la présidente. Monsieur DSK partir en se foutant de la gueule du monde. On voit à longueur de journée des types on a revu récemment 2 trafiquantes de drogue israéliennes qui ont été piquées avec 6 kilos d'héroïne, qui sont partis les mains dans les poches du tribunal où elles avaient été présentées à un juge de la liberté et de la, je ne sais comment, j'arriverai pas à me mettre le nom dans la tête. On est véritablement dans un pays de fous furieux, je vous le dis. Et à mon avis, il faudrait quand même que ça s'arrête. Il faudrait quand même qu'on se mobilise un peu plus énergiquement pour mettre un terme à cette espèce de dérive complètement folle qui envoie en prison des officiers français qui ont gardé le sens de l'honneur et qui libère des voyous, des voleurs, des prébendiers, des corrompus et des trafiquants. C'est plus tolérable, ça. Au sujet de la manif de demain soir contre l'euro, qu'en pensez-vous ? Y serez-vous ? Faut-il y aller ? Bien sûr, je pense qu'il faut aller à toutes les manifs qui sont contre quoi que ce soit. D'ailleurs, en ce moment, il faut se mobiliser sans arrêt. Il faut être présent partout pour montrer qu'au moins on n'accepte pas. Au moins, on est là pour protester. Bon, c'est pas les gens qui organisent ça ne sont pas à proprement dit des amis, ne sont pas des ennemis d'ailleurs. Mais je l'annonce dans le Libre Journal. C'est le Rassemblement pour la souveraineté nationale et populaire. Je crois. Le problème n'est pas de savoir qui invite à manifester, c'est de savoir pourquoi ou contre quoi on manifeste. Et là, ces gens-là, qui sont des gens bien d'ailleurs, même si on n'est pas d'accord avec eux toujours, manifestent contre la perte de la monnaie nationale, contre les dangers qui menacent la langue française, contre les dangers qui menacent la nation, l'âme française, l'identité française. Donc il faut aller avec eux. Le jour de la libération de Kaboul, on nous a montré les barbus se raser, les femmes jeter leur tchador et se maquiller. Hier, on nous a montré à Kaboul des barbus enturbanés frappant avec des bâtons, des femmes en tchador tentant de s'approcher des camions de ravitaillement. Qui doit-on croire ? On doit croire, on doit rien croire. C'est évident que c'est un mensonge formidable. Ça n'a rien changé. Je l'ai déjà expliqué. Le commandant Massoud, qu'on nous a présenté comme le parangon de toutes les vertus démocratiques, c'est lui qui avait fait réinstaurer la charia quand il a pris le pouvoir en 94. C'est le Premier ministre qui a été porté au pouvoir par Massoud, qui a violé une femme afghane dans son bureau et qui faisait vitrioler dans la rue les femmes qui ne portaient pas le grillage sur le visage. Donc quand on nous raconte que Massoud, quand on voit Madeleine, ce pauvre Madeleine, tous ces crétins de politiciens français qui vont faire des grâces à la mémoire de Massoud, qui n'ont jamais rencontré de leur vie. Sans ça, il n'aurait pas pu rester une demi-heure ou 10 minutes en face de cette brute, de cet assassin. Et quand tout ça n'est qu'un mensonge absolu. On nous fabrique des golems qui nous sont censés nous faire peur, Ben Laden, et on nous fabrique des héros, des James Dean de Pacotille, avec des commandants Massoud. C'est les mêmes assassins. Ce sont des animaux humains, ces gens-là. Ça fait des centaines d'années qu'ils tuent, qu'ils massacrent. Il faut lire les livres sur toute cette région, sur les Ouzbeks, sur les Tchétchènes, sur les Afghans, sur les Tadjiks. C'est des meurtres de brutes absolues, sanglantes, qui méprisent la femme, qui tuent, qui massacrent, qui égorgent leurs ennemis en permanence. Alors on vient nous tracer aujourd'hui des portraits enjolivés, des chromolithographies de ces brutes épaisses, mais c'est à mourir de rire si c'était pas à mourir de pleurer. Non, il faut rien croire de tout ça. C'est évident que la violence, le meurtre, le crime, le sang, l'horreur est générale dans ces pays-là. Et ceux qui sont dans les avions et qui balancent leurs bombes valent pas mieux que ceux qui sont par terre et qui balancent les coups de fouet. C'est une question de moyens. Si vous enlevez les avions aux Américains, ils viendront avec des fouets. Si vous donnez des avions aux Afghans, ils cesseront de donner des coups de fouet. Moi, je fais pas la différence entre un type qui balance une bombe et un type qui arrive avec une petite valise dans laquelle il y a un explosif qui va tuer des enfants à la sortie de l'école. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que le gars qui balance sa bombe ne risque rien, alors que le gars qui arrive avec sa petite valise, il va sauter avec les explosifs dont il va se servir pour tuer l'ennemi. C'est la seule différence. Donc il y en a un qui meurt
qui s'inflige à lui-même la punition, tandis que l'autre rentrait chez lui, il va s'installer devant sa télé, il va boire un Coca-Cola et caresser la tête de ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous le dis comme je le pense, moi je préfère celui qui meurt avec sa bombe. Au sujet du suicide des kamikazes musulmans, j'étais très frappée que la plupart des chrétiens disent les musulmans peuvent se suicider parce qu'ils iront au paradis. Et tous ces chrétiens à qui je parlais ne savaient même pas que le christianisme croit au paradis. Ne prône pas naturellement le suicide, mais croit au paradis. J'ai dû apprendre à je ne sais combien de chrétiens que le paradis également existait chez les chrétiens. Ce n'est pas une notion purement musulmane. À l'attention de tous les mécontents et manifestants de toutes sortes, si vous voulez que ça change, continuez à voter pour les mêmes. Vous nous aviez indiqué, il y a quelque temps, le site internet de SOS Racaille. Savez-vous qui réellement s'en occupe ? Êtes-vous sûr qu'il soit de la famille ? Non, pas du tout. Non. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui ressemble tout à fait à une opération du Mossad. À votre avis, quand supprimera-t-on la double nationalité ? T'as qu'à croire. T'as qu'à croire, Grégoire. Oui. Rappelez-vous que le roi du Maroc, Mohamed V, avait dit « Vous pouvez donner tous les papiers français à un Marocain, vous n'en ferez jamais rien d'autre qu'un Marocain ». À propos des pièces de 10 bahts, en 68, le shilling avait le même poids que les pièces de 20 centimes. En Angleterre, les Français mettaient des pièces de 20 centimes dans les horodateurs car cela coûtait moins cher. Quand vous aurez fini de critiquer M. Chirac, vous pourrez toujours critiquer M. Cohn-Bendit. Enfin, je veux bien critiquer Cohn-Bendit, mais enfin, il faudrait qu'il existe, et puis en plus, il n'est pas président de la République. Ces jours-ci, pour un viol conjugal, le mari a eu 12 ans de prison ferme, mais les jeunes filles violées dans les cités par plusieurs jeunes, ces derniers sont en liberté. Je ne comprends plus rien à la justice. Au sujet de Toulouse, où en est l'enquête ? Pouvez-vous confirmer ce qu'un scientifique, lors d'une de vos émissions, a confirmé la thèse de l'attentat ? Mais je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, sur l'histoire de... Pichon a fait une émission formidable avec un spécialiste de la sismicité, qui a démontré de façon définitive que c'est une explosion criminelle. C'est absolument radical. Loïc Le Ribot a fait une démonstration aussi intéressante dans mon émission, et là, je voulais en parler, mais on n'a pas le temps. Mais c'est évident qu'il y a un formidable mensonge médiatique aussi sur cette histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que on passe systématiquement sous silence, on censure catégoriquement tout ce qui n'est pas conforme à la thèse de l'accident. Oui, de l'accident. Et j'ai même vu l'autre jour à la télévision un prétendu journaliste venir brocarder les gens qui avaient dit que il y avait un Tunisien qui était dans le coup parce que on avait trouvé le cadavre d'un Tunisien qui portait 3 slips et 6 pantalons et je ne sais quoi, ce qui était la tenue effectivement des auteurs d'attentats suicides, parce que ces gens-là, ces musulmans, ces islamistes fanatiques, pensent que s'ils ont perdu leur petit service 3 pièces, ils peuvent pas entrer au paradis. Ce qui, entre parenthèses, d'ailleurs, donne une idée assez intéressante de ce qu'est la religion islamique. Mais enfin, ça, nous fait sortir du sujet. Et donc, on a trouvé ce type-là avec ses 6 pantalons et ses 3 slips, et on nous a expliqué que c'est parce qu'il avait honte, parce qu'il avait les fesses trop maigres. Moi, je veux bien qu'on me prenne pour un imbécile, mais je considère qu'il y a un droit de légitime défense. Quand on me traite de con à ce point-là, j'ai le droit quand même de protester. Bon, alors j'ai vu ce journaliste aller dans une émission sur Canal+ pour dire que ceux qui pensent que ce Tunisien portait des pantalons et des slips à foison pour une autre raison que sa maigreur sont alors au choix des fascistes, des nazis, des racistes et des insulteurs du peuple, etc. Bon, encore une fois, moi, si vous voulez, prenez-moi pour un imbécile, mais permettez-moi de vous dire que vous êtes des salauds. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à ce type-là. À propos des joyeusetés de la justice, vous souvenez-vous du scandale de l'huile frelatée en Espagne ? France 3 nous a démontré hier que c'était tout autre chose, une intoxication due à des pesticides sur des tomates, et que ceux qui ont été condamnés à 20 ans seraient innocents. À Sarcelles, un boulanger a été condamné pour avoir coupé du pain au lard avec sa machine à découper le pain.
Une auditrice nous dit qu'elle est très intéressée. Elle était samedi à l'île Bouchat. Il y avait des milliers de pèlerins. Il y avait aussi Monseigneur 23 et Monseigneur Brinquer, évêque du Puy. La ferveur y était extrême. À la fin des vêpres, l'assistance a entonné Sainte Vierge sauver la France. Ce fut un moment d'émotion extraordinaire. Mais je n'en ai pas entendu du tout parler dans les médias. Évidemment, les médias, ils savent même plus pas ce que c'est que l'île Bouchard. On va savoir s'ils savent ce que c'est que la Sainte Vierge maintenant. En revanche, si vous demandez le calendrier Air France, vous allez voir qu'il y a un truc, d'ailleurs à mon avis, qui est susceptible d'être présenté dans les tribunaux, parce que le calendrier Air France indique en couverture les fêtes françaises et en dessous les fêtes musulmanes. Alors, ça veut dire si on est musulman, on n'est pas français? Ça veut dire que quand on est français, on peut pas être musulman? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'ils veulent pas écrire les fêtes catholiques. Donc on dit les fêtes françaises. Donc c'est bien la preuve que la France est un pays catholique. Et alors les musulmans n'ont rien à y faire, selon Air France. Je sais bien que ça leur rapporterait de l'argent s'il fallait qu'ils rapatrient tous les musulmans dans leur pays d'origine, mais ça marcherait qu'un coup. C'est un peu risqué comme attitude commerciale, parce qu'une fois qu'ils auront fait le voyage pour rentrer chez eux, on n'aura plus le droit de les ramener. J'en appelle au sens commercial des dirigeants d'Air France. C'est pas très malin votre truc là. Voilà. Michel Reboul, quelle est votre opinion sur cette affaire de l'Afghanistan? En fait, demain sort le Mondévie, donc numéro 692, et j'ai fait tout un long article, la double page, que j'ai intitulé les attentats du 11 septembre 2001 à la lumière de l'Apocalypse. J'aurais pu d'ailleurs aussi l'intituler à la lumière de Fatima, parce qu'on retrouve des liens. En fait, je crois, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, je crois que les Américains sont un des deux visages de l'Antéchrist, du moins à notre époque. Je veux dire par là que l'Antéchrist se présente sous deux visages, Gog et Magog. Magog serait la violence islamique, cette violence qui tout d'un coup est mise à jour, parce que Gog, en hébreu ou en araméen, ça veut dire justement, Magog, je veux dire, ça veut dire ça fait allusion en latin au détecto, c'est-à-dire ce qui sort du toit, ce qui est mis à jour. Et Gog, c'est la Russe américaine. Mais entre les deux, la Russe américaine est infiniment pire encore, peut-être que le Magog islamiste. Parce qu'en fait, les Américains se servent de Ben Laden et d'Al-Qaïda comme d'un prétexte. Nous le verrons d'ailleurs ces jours-ci. Et qu'ils suicident ou non Ben Laden, la guerre continuera. Ils l'ont eux-mêmes annoncé. Certains même ont dit qu'elle pourrait durer jusque pendant 50 ans, ce qui est tout de même beaucoup. En fait, les Américains sont eux-mêmes dirigés par ce que j'appellerais des mondialistes sionistes. Et ces mondialistes veulent la Troisième Guerre mondiale, qui d'une certaine façon a commencé, qu'on le dise, le 9 septembre avec l'assassinat de Massoud, ou le 11 septembre avec les attentats. Et par-delà cette Troisième Guerre mondiale, ce que les Américains, pour faire bref, disons les mondialistes, veulent, c'est instaurer le gouvernement mondial. Ce pourquoi ils veulent l'écrasement des nations. Donc, ce que vous avez dit, lorsque vous avez dit que l'Amérique voulait le contrôle de toutes les énergies, vous avez entièrement raison. Elle va déstabiliser le monde entier, non seulement par l'Afghanistan, mais l'Iran, l'Irak et tous les pays avoisinant la mer Caspienne, la mer Noire. Elle veut déstabiliser également l'Amérique du Sud sous prétexte de drogue, alors que l'organisation de Bush est lui-même liée à des trafics de drogue, et en particulier d'héroïne. Alors ça, permettez-moi de vous couper pour dire que dans le prochain numéro du Libre Journal, je publie un article qui apporte là-dessus des lumières extraordinaires sur les relations de la famille Bush
du gang Bush, on pourrait dire, et pas d'aujourd'hui, y compris du temps de son père et même de son grand-père, avec notamment le gang Ben Laden, parce que Ben Laden c'est pas un enfant de cœur du tout, et là on voit sur quoi ils étaient associés en affaires, de la même manière que les Bush étaient associés en affaires avec Saddam Hussein. Oui, exactement. Pour des affaires qui rapportaient beaucoup de fric. Et à propos de la drogue, il faut faire quand même faut noter au passage que les talibans afghans avaient interdit la culture du pavot et que la première décision qui a été prise par l'Alliance, enfin par les nouveaux dirigeants, ou les nouveaux, on peut même pas parler de dirigeants, enfin les nouveaux chefs de bande qui ont pris le contrôle de l'Afghanistan ou d'une partie de l'Afghanistan, la première décision, c'est de rétablir la liberté de la culture du pavot. Et il faut savoir qu'Israël a le contrôle mondial de l'ecstasy. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que ces pays qui sont supposés lutter contre la drogue la financent. Bon, et nous en revenons toujours au même problème. Pourquoi l'Amérique, qu'on pourrait donc appeler sioniste, l'Amérique est elle-même soumise au pouvoir juif. Pourquoi veulent-ils aussi bien cette extension de la drogue? Pourquoi veulent-ils la déstabilisation et la guerre mondiale? Pourquoi? Parce que, en fait, ils veulent non seulement dominer le monde, mais réellement instaurer un gouvernement mondial luciférien et mettre en pratique la lettre que vous aviez publiée dans le Libre Journal, oui, la lettre de Pike à Mazzini, qui, en 1870 et 1871, parlait de 3 guerres mondiales en donnant les dates, et je cite juste quelques lignes que dit Albert Pike à Mazzini. La 3e guerre mondiale devra être fomentée en profitant des divergences suscitées par les agents des Illuminés, nous dirions maintenant les francs-maçons, entre le sionisme politique et les dirigeants du monde islamique. La guerre devra être orientée de façon à ce que l'islam, entre parenthèses le monde arabe et le monde musulman, et le sionisme politique, incluant l'État d'Israël, se détruisent réciproquement, tandis que dans le même temps, les nations restantes, une fois de plus divisées et opposées entre elles, seront à cette circonstance forcées de se combattre jusqu'à leur épuisement complet, physique, mental, spirituel et économique. Alors, il faut savoir que cette lettre, elle est à la bibliothèque du Congrès, c'est ça? Elle est à Londres. Elle est à Londres. Je crois qu'elle est aux États-Unis. Je me souvenais plus. Elle est à Londres. Elle a été exposée une fois, il y a 30 d'années, je crois, et c'est un officier de marine américain, William Kicker, qui a profité de cette exposition pour prendre une copie de la lettre et la rendre publique, alors que on en ignorait le contenu. Et dernière chose, après je vous redonne la parole, cette lettre se termine par une phrase qui est tout à fait extraordinaire à la lumière de l'écriture, puisque la fameuse phrase « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas », Pike termine sa lettre en disant « Nous savons qu'à la fin nous perdrons, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que nous faisons aujourd'hui. » Oui, parce qu'en fait, nous retrouvons tout à fait le 3e secret de Fatima, qui lui-même est lié à l'Apocalypse. En quelques mots, rapidement, la Sainte Vierge à Fatima en 1917 a donc donné 3 secrets, le 13 juillet 1917. Le premier, c'était la vision de l'enfer, pour demander la prière et le sacrifice afin qu'il y ait le moins d'âmes possible qui tombent en enfer. Le second secret, nous sommes exactement dans l'application de ce second secret. La Sainte Vierge demandait qu'il y ait par le pape et les évêques unis au pape, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, sinon la Russie, c'est-à-dire le communisme, répandrait ses erreurs dans le monde entier et il y aurait l'écrasement des nations, la perte de nombreuses nations. Or, c'est exactement ce que nous voyons depuis quelque temps. L'Amérique a tué ou est en train de tuer d'une certaine façon une des plus anciennes nations du monde qui était et qui est toujours l'Irak. Depuis 1990, il y a, et ce sont les chiffres de l'UNICEF, 1,5 million en particulier d'enfants et de personnes âgées qui sont mortes en Irak en raison de l'embargo, et cela continue.
Et on sait que Bush veut détruire encore davantage l'Irak en prenant le prétexte de l'Afghanistan. Bon, d'autre part, il y a cette nation serbe qu'également les Américains ont cherché à détruire, et ainsi de suite. Et ils vont s'attaquer également à l'Europe de l'Ouest. Nous, en France, ce passage à l'euro et cette véritable soumission à l'Union européenne n'est jamais et cette immigration excessive et forcée que l'on nous impose et qu'on nous imposera de plus en plus, puisque l'ONU a décrété qu'il faudra dans les 20 ans 25 millions de plus d'immigrés en Europe de l'Ouest. Tout cela, c'est pour permettre que l'Europe ne soit qu'un palier à ce gouvernement mondial et donc luciférien. On retrouve sur tous les plans l'écrasement des valeurs morales, d'où la drogue, la sexualité à tout va, etc. Le laxisme à ce sujet, et beaucoup plus que le laxisme d'ailleurs, un véritable encouragement à ce sujet. Donc, disparition des valeurs morales, disparition des valeurs spirituelles, et écrasement des nations pour pouvoir peut-être encore mieux écraser la foi. Parce que la nation et l'âme, non seulement d'un peuple, mais de chacun, est liée. Et justement, le troisième secret de Fatima, quel est-il ? Il n'est absolument pas celui qui nous a été donné l'an dernier, en l'an 2000, où vraiment la Sainte Vierge, la supposée Sainte Vierge parlait un charabia totalement incompréhensible. Le véritable secret de Fatima, c'est l'apostasie, c'est-à-dire la perte de la foi par les plus hautes autorités de l'Église. Or, cette apostasie est liée au gouvernement mondial, comme si la liberté des nations et la liberté et la foi des âmes étaient liées. Et effectivement, un jour, après toute cette grande épreuve dont parle l'Apocalypse, c'est-à-dire non seulement l'apostasie, non seulement le fait que le sanctuaire sera détruit, comme dit le prophète Daniel, mais on peut également l'interpréter en disant que c'est la Sainte Messe qui est le sanctuaire, qui est le cœur de l'Église qui sera détruit. À mon avis, c'est ce qui est arrivé depuis 69, avec l'imposition de la nouvelle messe, qui est plutôt une contre-messe, en ce sens qu'elle a été faite pour détruire le sacrifice de la croix. Donc, après cette grande épreuve qu'est l'apostasie, c'est-à-dire l'Église au tombeau, après cette grande épreuve qu'est la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire les nations au tombeau, eh bien, effectivement, il y aura enfin un pape qui va consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Ceci sera aidé par toutes les prières et tous les sacrifices des gens qui crieront vers Dieu. Et lorsque la Russie sera consacrée, à ce moment-là, la Sainte Vierge nous l'a promis, il y aura une paix mondiale et en même temps un véritable retour de la foi dans l'Église, et on en arrivera à ce que Holhauser, dans son interprétation de l'Apocalypse, appelle l'Église de Philadelphie, et à ce que la Sainte Vierge à la Salette en 1846 disait, lorsqu'elle disait qu'après donc cette épreuve de l'apostasie, il y aurait en gros 25 ans de paix et de foi dans l'Église, le monde entier croirait au Christ, mais malheureusement, au bout de 25 ans, les gens oublieront qu'ils doivent leur prospérité à leur foi en Dieu et à Dieu lui-même, et à ce moment-là, ils recommenceront à se disputer, l'Antéchrist viendra, puis Saint Michel le combattra, et puis ce sera la fin du monde qui devrait être assez proche. Alors, ça, donc, c'est un survol de l'article que vous publiez dans mon article, j'insiste davantage sur l'Apocalypse, en particulier le fait que Gog et Magog, symboliquement, enfin, sont les deux tours jumelles, puisque donc l'islam et la ruse américaine sont toutes deux comme deux sœurs jumelles ou comme deux frères ennemis, mais qui vont s'allier afin de combattre un ennemi commun qui est en fait le christianisme, c'est-à-dire l'âme, la liberté. Parce que je pense que
au-delà de la religion chrétienne, en s'attaquant à la liberté, on s'attaque en fait à Dieu dans l'âme. Parce que c'est Dieu qui a mis en nous la liberté, comme disait Descartes, comme un sceau sur son ouvrage, comme un cachet sur son ouvrage. Et à partir du moment où on supprime la liberté, d'une certaine façon, on tue l'âme des gens. Et en tuant les nations, on tue également la liberté. En plus, depuis en gros la guerre de 40, on fait tout pour que les gens perdent la foi. Et d'autre part, c'est triste à dire, mais Jean-Paul II, comme auparavant Paul VI et Jean XXIII, sont des grands adeptes et des grands tenants de ce mondialisme, puisque, au fond, qu'ont-ils essayé de faire depuis le Concile? Je reprends Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II pour reprendre dans un ordre chronologique. Jean-Paul Ier n'étant resté que 33 jours, je le mettrai de côté pour le moment. Qu'ont-ils fait? Ils essayent d'établir une religion universelle qui, en fait, est très semblable à ce que les Juifs appellent le noarisme. Noachisme, dit-on en français, noarisme, si on emploie la prononciation hébraïque. Qu'est-ce que le noarisme? C'est ce que les Juifs consentiront à accepter des chrétiens. Et sinon, ils tueront les chrétiens. C'est ce qui va arriver maintenant. Toute l'opinion publique est axée uniquement sur l'islam actuellement. Mais en fait, il se prépare une véritable persécution contre les chrétiens. Les Juifs leur demanderont d'accepter ces lois noirides, c'est-à-dire une religion universelle. D'une certaine manière, on voit bien que dans les discours de plus en plus souvent, on voit apparaître cette idée d'une grande religion noiride, avec les sept lois, enfin oui. Les sept obligations noirides, qui sont d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de le voir, tout à fait conformes à un détail près d'ailleurs, qui est important, tout à fait conforme à ce qu'on vit aujourd'hui. Par exemple, il y a un accent tout à fait particulier qui est mis sur l'animalatrie. L'idolâtrie de l'animal. Il faut aimer l'animal comme un frère humain, pratiquement. En revanche, il y a quelque chose dans les lois noachides qui ne correspond pas du tout à l'état actuel de la situation, c'est le refus de l'avortement. Car il y a un des 7 actes de... Enfin, je vais y arriver. Oui, parce que... Une des 7 lois noachides qui interdit le recours à l'avortement. Oui, parce que il ne faut pas tuer un être vivant. C'est ça. Et de même qu'il ne faut pas manger d'huîtres, par exemple, parce que ce sont des êtres vivants, il est évident que, normalement, il ne faut pas non plus avorter. Seulement, il ne faut pas oublier qu'il y a peu de juifs qu'on pourrait appeler orthodoxes, et que la franc-maçonnerie, c'est le judaïsme à l'usage des goïms, c'est-à-dire des non-juifs, des gentils, comme on dirait, et malheureusement, la franc-maçonnerie, elle, apprenait l'avortement. Mais il faut savoir que la première loi noiride, ce sera la seule qui sera impossible pour un véritable chrétien d'adopter. Cette première loi, quelle est-elle? Sous prétexte de croire en un seul Dieu, de nous faire renier la Sainte Trinité. Or, Jean-Paul II, en organisant le 24 janvier prochain un super assise, comme il a fait chaque année, seulement c'était plus ou moins solennel, le 24 janvier, cela se veut très important. Eh bien, au fond, Jean-Paul II n'arrête pas de dire depuis 23 ans qu'il est sur le trône de Saint-Pierre, n'arrête pas de dire que nous avons le même Dieu que les musulmans et que les juifs, sous prétexte que nous ne croyons, nous aussi, qu'en un Dieu, ou plutôt en un seul Dieu. Seulement, il oublie de dire que notre monothéisme est trinitaire, c'est-à-dire, effectivement, nous ne sommes pas polythéistes, comme nous accusent les musulmans et les juifs. On sait que dans le Coran, par exemple, ils nous traitent de trinitaires, qui est supposé être une injure. Notre monothéisme est trinitaire, c'est-à-dire que nous croyons en un Dieu, en 3 personnes, parce que seule la religion chrétienne croit que Dieu est amour, et si Dieu est amour, il est Trinité.
puisqu'il est l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit étant la relation vivante et substantielle et éternelle du Père et du Fils. Mais donc, ce qui est gravissime, c'est que comme Jean-Paul II ne cesse pas de dire que nous avons le même Dieu que les musulmans et que les juifs, quand arriveront les persécutions, qui d'ailleurs ont commencé déjà pour beaucoup de chrétiens, on l'oublie un peu trop, au Soudan, en Indonésie, en Chine, etc., il y a beaucoup de chrétiens qui continuent chaque jour à mourir dans les prisons, dans les camps, simplement pour ne pas renier leur foi. Et par exemple, au Soudan, ils meurent sous les bombardements et dans la famine, puisqu'on ne leur donne à manger que s'ils apostasient en faveur de l'islam. Mais donc, beaucoup de jeunes actuellement ne savent pas du tout ce qu'est la Trinité et risquent finalement de devenir juifs sans le savoir, puisqu'on leur dira nous avons le même Dieu puisqu'il n'y a qu'un Dieu. Merci Michel Reboul. Alors on peut vous lire dans Monde et Vie, je le rappelle, et puis de temps en temps, encore pas depuis un certain temps, dans le Figaro. Oui, j'espère, mais je ne sais pas si j'arriverai à le passer. J'aimerais faire un article pour le Figaro qui s'appellera « La tyrannie du bien », où je voudrais montrer que l'Amérique, comme d'ailleurs les idéologies, qu'elles soient communistes ou nazies, se sert toujours du bien pour en fait faire une saloperie. C'est ce que disait déjà Monseigneur Ducos-Bourget. Il disait on invoque toujours quelque chose de surnaturel pour faire une saloperie. C'est ce que Chesterton appelait les idées chrétiennes devenues folles. Là, on pourrait dire les idées chrétiennes devenues méchantes et dangereuses. Et donc, mon article qui sort donc demain dans Mon Défi, 14 rue Edmond-Valentin, Paris 7e, c'est donc, il y a une partie où j'essaie de montrer le rapport entre l'Amérique et l'Apocalypse, et puis une autre partie, enfin, ou plutôt, donc j'explique certains passages de l'Apocalypse et une autre partie où j'explique tout ce pouvoir dont vous avez parlé de l'Amérique, c'est-à-dire ce contrôle des énergies, du pétrole, du gaz, de l'énergie nucléaire, ce fait qu'elle va d'ailleurs s'opposer à la Russie et à la Chine pour ce contrôle, et en gros, donc, cette conquête du gouvernement mondial. Merci beaucoup. Est-ce que Mon Défi se trouve en kiosque, demande une auditrice? Dans de très rares kiosques. Il vaut mieux le demander au 14 rue Edmond-Valentin, 75 007. En envoyant combien? L'abonnement est, je crois, de 250 francs, mais le numéro est de 20 francs. Et le téléphone, c'est 01 47 05 10 42. Vous me rappelez le prix de l'abonnement, s'il vous plaît? Alors, l'abonnement... ah non, je m'excuse. L'abonnement, c'est 330 francs. 330 francs. Très bien. Et le numéro, 20 francs. Merci. D'autres des questions? Vous avez des... Si ce n'est pas Ben Laden qui a fomenté les attentats de New York, dites-nous qui? Eh bien, vous le saurez la semaine prochaine dans le Libre Journal, 4 Place France-Litz, 75 010 Paris. L'abonnement est de 700 francs. Beaucoup plus cher que Mon Défi, mais c'est un décadaire, alors que Mon Défi est un quinzomadaire. D'autre part, il est possible qu'il n'y ait pas eu de pilote dans les avions, oui, parce qu'il y a un appareil qui s'appelle Global Hawk, Faucon global, si on peut dire en anglais, qui est comme une sorte de drone, c'est-à-dire d'appareil. Les drones sont des appareils de surveillance qui n'ont pas besoin de pilote, qui peuvent être contrôlés par le sol, enfin au sol, je vais dire. Eh bien là, ces 4 avions ont très bien pu être contrôlés par la base au sol. On a pu soustraire le contrôle de l'appareil à son pilote. C'est ça. Tout à fait, c'est envisagé sérieusement par les spécialistes. Et une chose aussi à laquelle personne n'a fait attention, c'est comment expliquer que la télévision a été là pour filmer dès le premier avion, si certains dirigeants américains n'avaient pas été au courant. Oui. SOS Racaille, sur votre site, Serge de Beketch, vous avez une publicité SOS Racaille. Pourquoi en dites-vous du mal? Je ne comprends plus. Mais d'abord, j'ai une publicité SOS Racaille sur le site parce que c'est ce qu'on appelle des liens. C'est-à-dire, on met des liens. C'est pas parce que c'est en lien avec le site du Libre Journal que c'est une approbation du Libre Journal. C'est simplement une indication d'un site intéressant. Deuxièmement, je n'en dis pas de mal. Je dis que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressemble à une opération inspirée par les services israéliens, qui ont besoin en ce moment de mobiliser l'opinion publique mondiale contre le danger arabo-islamique. Et c'est ce que fait particulièrement ce site SOS Racaille. Voilà, c'est tout. Serge de Beketch,
Écouter vos coups de colère fait autant de bien que d'écouter le grand Léon de Grelle. Ah, c'est un joli compliment, ça. Autre avis, on peut se demander si certains de vos propos ne mettent pas en danger Radio Courtoisie. Oui, mais ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Bon, c'est possible, je sais pas. Mais je voudrais vous inviter à une petite réflexion. Si un média, quel qu'il soit, est obligé de ne pas dire la vérité pour continuer à sortir, pour continuer à être publié, à quoi sert-il qu'il soit publié ? À quoi ça sert de faire un média de plus qui va mentir ? Et qu'est-ce que ça peut faire s'il est obligé de mentir qu'il ne cesse d'exister ? C'est tout. Enfin, ça me paraît tellement évident comme raisonnement que je suis même étonné qu'on me pose la question. Je veux bien faire comme tout le monde et mentir. Je vois pas tellement l'intérêt de l'opération. Alors à ce moment-là, il vaut mieux que j'aille travailler à Europe 1, au moins je serai payé. Je rappelle... Encore qu'Europe 1 soit pas le pire. Je rappelle la manifestation pour la souveraineté nationale et populaire du jeudi 13 décembre à 18h30, place des Victoires, métro Bourse, contre l'euro, contre la Constitution européenne, contre l'abandon de la langue française. J'ai dit que ça se passait place des Victoires, métro Bourse, et c'est organisé par l'association Entente Souverainiste. Téléphone 01 34 75 19 05. Contact Madame Anne de Vorex. Et puis je rappelle aussi dans la foulée la manifestation du samedi 15 à 11h au pied de la colonne Vendôme organisée par l'œuvre française. Très bien. Et enfin, samedi 15 décembre de 15h, comme ça je vous ennuierai plus. Samedi 15 décembre de 15h à 19h, je pense. Grande journée de vente de disques compacts et cassettes du Cœur Montjoie Saint-Denis au restaurant La Mer Agitée. 21 rue Campagne Première, Paris 14e. En présence du Chœur qui interprétera ses chants. Et enfin, dernière chose, Jeune Chrétienté, boîte postale 122, 78 001 Versailles, organise pour tous les jeunes de 16 à 21 ans des séjours de ski à Villard-de-Lans pendant les vacances de février. Du 16 au 23 février ou du 23 février au 2 mars pour la région parisienne uniquement. Pour tout renseignement, Mademoiselle Claire Bella au 01 55 73 01 73. On réannoncera cette chose-là. C'est magnifique, un camp de ski, enfin un séjour de ski catholique. Non, ça te plaît pas, toi, le ski catholique? C'est mieux de leur apprendre la théologie. Le ski. Pas 24 c'est beaucoup moins dangereux, c'est meilleur pour l'âme. Alors, mon cher Michel, je vais enfin donner satisfaction à une auditrice qui nous assassine de messages en disant: est-ce que vous allez vous décider à donner la parole à Michel Valadier? Voilà, il a la parole. Ils ont des fans. Alors, le sujet, c'est cette opération qui a débuté il y a combien de temps maintenant, Saint-Dominique? Bientôt 10 ans. Voilà, il y a 10 ans, Michel Valadier et un certain nombre d'amis décident, ne trouvant pas d'école à leur convenance, de créer une école pour leurs enfants. C'est ça en gros. C'est ça en gros, à 5 familles. Nous avons fondé une école avec une trentaine d'élèves la première année. 3 ans plus tard, enhardi par ce premier succès, c'était une école primaire mixte, il y avait une centaine d'élèves. Nous décidons d'ouvrir un collège de garçons. Et 3 ans plus tard, nous quittons les locaux que nous louions à cette époque pour rénover une friche industrielle, un bâtiment industriel qui était laissé à l'abandon. Nous sommes aujourd'hui donc au PEC. Et donc pour aller au résultat aujourd'hui, eh bien nous avons 300 élèves. Nous avons 300 élèves. C'est quand même extraordinaire. Il y a 200 élèves dans le primaire. Et nous avons un collège de garçons, donc 4 classes avec une centaine d'élèves. Et nous avons décidé de créer un lycée l'année dernière. Donc, enfin, au mois de septembre, nous avons ouvert une seconde de garçons. Et donc, nous allons ouvrir la première l'année prochaine, la terminale ensuite. La difficulté devant laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que les locaux que nous avons achetés, rénovés, étaient assez vastes lorsque nous avons déménagé, mais ils sont trop petits aujourd'hui, puisqu'ils sont limités à 300 élèves et nous avons atteint ce chiffre de 300. Nous avons dû refuser à peu près une trentaine d'élèves à la rentrée du mois de septembre. Et la providence toujours bonne. Alors, c'est un petit coin de ciel bleu là parce qu'on a entendu beaucoup de choses déprimantes pendant ces 7h30 et c'est vrai que le monde n'est pas très joyeux, mais bon, il y a des éclaircies quand même. La petite sœur Espérance est toujours là, blottie entre sa grande sœur la foi et l'autre grande sœur la charité. Et donc il y a aujourd'hui des parents de plus en plus nombreux qui nous rejoignent parce qu'ils trouvent que nous dispensons un enseignement de qualité dans le respect de la foi catholique. Et qu'il est possible de faire pousser droit ces enfants aujourd'hui
au prix de sacrifices financiers, parce que nous n'avons pas de subvention, nous sommes de véritables écoles privées de fonds en particulier. Et puis ce qui est un grand signe d'espérance aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles, les auditeurs de Radio Courtoisie le savent, beaucoup d'écoles de ce type qui se font en ce moment en France. Rien que dans les Yvelines, en 10 ans, il y a 6 écoles qui se sont ouvertes comme ça là, rien que dans le département des Yvelines, alors qu'ils sont de taille un petit peu plus modeste encore aujourd'hui que peut-être la nôtre. Et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, sachant que la Providence donc nous a fait signe à travers un terrain qui se trouve à 3 mètres du bâtiment que nous occupons actuellement. Enfin 3 mètres, j'exagère, il faut traverser la rue, il est à 5 mètres. Et nous avons signé une promesse de vente pour acheter ce terrain. Donc notre problème aujourd'hui, ce n'est pas les élèves. Ce n'est pas le corps professoral, parce que nos directeurs, nous avons 2 directeurs dont un est dans le studio, qui ont su trouver des enseignants de qualité. Et des enseignants aujourd'hui quittent les écoles sous contrat dans lesquelles ils enseignent pour venir enseigner chez nous, acceptent une perte de salaire de 20 à 30%. Des hommes mariés, pères de famille nombreuses, font ce pas-là. C'est un peu une nouveauté depuis 2 ans, mais grâce à des professeurs pionniers, pré-retraités, beaucoup de mamans ou d'enseignants, mais qui avaient un deuxième salaire, qui apportaient un deuxième salaire, nous avons pu démarrer. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'hommes qui font le pas, qui savent que ils ne pourront pas retourner dans le lycée, dans l'enseignement public ou sous contrat, parce qu'ils perdent leur ancienneté. Enfin, ils pourraient y retourner, mais sans ancienneté et en perte de salaire. Donc le corps enseignant est là, les élèves sont là, de plus en plus de familles également nous font confiance, même si, j'allais dire au départ, l'approche chrétienne, alors je tiens à rassurer les auditeurs, le noyau dur, la quasi-totalité des parents d'élèves qui mettent leurs enfants là sont là par conviction religieuse, mais nous faisons de l'apostolat, je n'ai pas peur de le dire, et un certain nombre de familles nous rejoignent parce que dans notre école on respire un air qui est différent. C'est le bon Dieu qui dirige, qui est le roi, qui est là à travers notamment les crucifix, à travers la prière quotidienne, à travers l'enseignement religieux. Et donc notre problème, il est simple, c'est que nous avons besoin de bâtiments pour mettre les enfants. Donc les familles payent déjà par leur scolarité, se sacrifient beaucoup. Alors pour parler chiffres, pour être très clair, le projet actuel il est de 6 millions. Nous allons trouver 4 millions à emprunter auprès des banques que nous rembourserons grâce aux scolarités. Nous avons lancé une campagne il y a 1 mois parce qu'il nous fallait trouver 2 millions. Nous avons trouvé 1 million. Nous avons trouvé 1 50 000 en 1 mois. Mais le 2e million tarde à venir parce que il semblerait que le premier cercle, le 2e cercle, le 3e cercle ait été sollicités. Et donc nous en sommes là aujourd'hui. Mais là, ce que vous demandez, ce sont des dons. Oui. Le million en question. Oui, ce sont des dons. Nous pouvons supporter des prêts sans intérêt avec des remboursements de 3 ou 4 ans. Mais dans le million auquel je fais allusion, il y a déjà une partie qui est en fait sous forme de prêt. Si les gens veulent envoyer, si les auditeurs ou des amis veulent envoyer 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, etc., c'est une chose. Mais si quelqu'un venait vous voir en disant, voilà, moi je vous apporte 200 ou 300 ou 500 000 francs ou 1 million de francs tout de suite, mais c'est un prêt sans intérêt que vous pourrez me rendre dans 3 ou 4 ans, est-ce que ça serait aussi une... On peut discuter, c'est toujours intéressant. Ouais. C'est toujours intéressant. Bon, on va essayer de le convaincre d'oublier de demander le remboursement. Enfin, à ce niveau-là, ça devient difficile. Sachant que pour nous, la richesse essentielle, c'est nous faisons en sorte que cette école vive comme une petite entreprise sainement, qu'elle vive de ses ressources, que sont les scolarités, plus les dons suite aux kermesses. Et je pense que si Patrick a 15 secondes pour annoncer, ouais. Nous ouvrons un autre... Alors justement, je tourne vers Patrick Girard parce qu'il y a un projet là tout à fait intéressant. D'abord, vous ouvrez maintenant une classe de seconde pour les garçons. Donc on a ouvert au mois de septembre. Vous avez ouvert au mois de septembre pour garçons. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous ouvrirez une classe de première. On ouvrira les classes de première avec les 3 séries d'enseignement général, avec un tronc commun et des enseignements distincts. Et puis alors, il y a une grande innovation. Voilà, on a le projet effectivement d'ouvrir un collège de filles, qui sera donc séparé bien sûr du collège de garçons, puisque c'est non mixte. Et nous ouvrirons en septembre la 6e, peut-être même la 5e, pour les jeunes filles donc. Ça représente quand même un programme, c'est assez fou, enfin comme engagement en énergie, en dépenses, en risques et en temps. C'est énorme, non ? Le lycée, c'est vrai que c'est une aventure, puisque tous les programmes sont à construire. Le collège de filles, ce sera quand même une réalisation plus simple, puisqu'on a déjà le collège de garçons. Oui. Mais c'est sûr que le lycée, c'est passionnant, oui.
Et les résultats, parce que c'est ça qui intéresse les parents. Il y a deux choses qui intéressent vraiment les parents, mais on les comprend bien. C'est premièrement combien ça coûte, et deuxièmement, est-ce que ça vaut le coup, hein? Qu'est-ce que vous avez comme résultat à l'heure actuelle? Vous n'avez pas encore les tests des examens, puisqu'il n'y a pas de... Non, ce qu'on peut dire quand même, c'est que tous nos élèves, à la fin de la 3e, présentent... pratiquement. Présentent l'examen d'entrée en seconde dans le public. Ouais. Non pas qu'ils y aillent ensuite, mais c'est effectivement un test qui est probant. Et tous nos élèves ont obtenu cet examen. Bien sûr, ils obtiennent le brevet des collèges, mais qui, lui, est d'un niveau affligeant. Mais donc, on peut dire qu'on prépare tout à fait correctement nos élèves. C'est le seul diplôme que j'ai, moi, le BEPC. Mais ça a changé depuis. Et alors, est-ce qu'on parle de prix? Les scolarités, en moyenne, les scolarités dans le primaire, puisqu'il y a des tarifs dégressifs en fonction du nombre d'enfants, sont de 8 500 francs par mois sur 10 mois, 850 francs par mois sur 10 mois, donc 8 500 francs par an. Au collège, les scolarités en moyenne sont à 11 500 francs, et au lycée, à 14 500. Je prends un prix moyen, le premier prix est un peu supérieur. Étant donné que nous-mêmes, nous payons nos scolarités, nous sommes sensibles à garder une certaine modération dans les... parce que même les gens qui ont créé ça payent. Oui, nous payons nos scolarités. C'est pour ça qu'on sera jamais milliardaire. Une adresse et un numéro de téléphone. Donc l'école Saint-Dominique, numéro de téléphone 01 39 58 88 40. 01 39 58 88 40. Oui. Et l'adresse 18 avenue Charles de Gaulle, 78 230 Le Pec. Merci Michel, merci Patrick Girard. À bientôt. Vous reviendrez nous dire si cet appel a porté ses fruits. Je vous dis au mois de janvier, beaucoup d'auditeurs vont être contents parce que je lève le pied, le coude et je ferme mon pour quelques semaines. Je terminerai sur la phrase célèbre de Peggy qu'un auditeur m'envoie. Celui qui ne gueule pas la vérité quand il la sait se fait le complice des menteurs, des voleurs et des faussaires. Bonne année, joyeux Noël et que Dieu nous garde.